La troisième bourse du travail de France, qui a été aussi construite avec les cotisations des ouvriers. Donc on voit que si on lutte seul, même avec un mégaphone, le capital il mange quand même, avec sa belle montre Rolex, parce que pour lui le temps c'est de l'argent. Voilà, parce que cette fresque a sa place dans un lieu pareil, je ne sais pas, vous de juger, moi elle me dérange un peu, mais après pourquoi pas, ça donne à réfléchir. Hein. Donc voilà, vous êtes tous installés, je vais passer la parole. Non, c'est pas André. Je ne savais pas que j'allais inaugurer. Alors, je vais vous parler de mon engagement militant. Ça fait quand même un moment. À Saint-Étienne, c'est Manu France, l'occupation de Manu France, avec les jeunesses communistes et la CGT, mais je vais commencer à Saint-Chamond déjà, avec les jeunesses communistes. Et puis après, avec la CGT, et j'ai rejoint la France Insoumise en 2016 pour les élections présidentielles. Mais moi, ce que je voulais ce soir, c'était vous parler de temps et de temps. Je voulais aussi vous parler d'argent et d'argent. Et je voulais aussi vous parler d'un autre et d'un autre. Et de mots et de mots. De temps. De temps, d'argent qui nous vole. Tout ça, tout ce temps. Alors c'est des mots sur leurs chiffres. Ils courent dans le temps court. À la nanoseconde, les capitalistes détruisent ce monde. C'est dans le temps court. Vite, vite, vite amasser de l'argent et tout détruire. La pollution, par la spéculation, par la compétition, ils arrachent tout, ils prennent tout. Voilà, ce que je disais aussi, c'est, pour eux, le temps, c'est de l'argent. Avoir le plus de pouvoir pour pouvoir avoir plus. Avoir le plus de pouvoir pour avoir plus de pouvoir. Leur temps pourtant. Leur temps pourtant. En cuisine, le temps pourtant, quand vous faites un roux, vous mettez 50 grammes de beurre, 50 grammes de farine. On appelle ça un temps pourtant. C'est équilibré. En pâtisserie aussi. Le temps pourtant, on prend tant de sucre glace, 100 grammes de beurre et 100 grammes de farine, et on a un temps pourtant. Eux, le temps pourtant, il est déséquilibré. Ils veulent, sur un temps faible, avoir beaucoup de temps, beaucoup de milliards. Alors, il peut... J'ai passé les 3 minutes. Fallait pas me faire commencer. Donc nous, c'est de l'avoir à l'être. Être au-dessus du verbe avoir. Ils ont l'argent. Nous sommes l'argent. C'est quoi l'argent que nous avons? C'est l'art d'être. Nous sommes, c'est le verbe être. Et pour ça, nous prenons le mot art, A-R-T. Il nous faut trouver ce trait d'union que nous trouvons un peu dans l'union populaire et le genre que nous mettons au pluriel. Et ça nous donne ce mot, l'argent.
l'art des gens. C'est ça qui va faire qu'on sera plus fort que leur argent. Eux, ils sont dans l'avoir. Ils ont les millions. Nous sommes l'argent. Le verbe être plus fort que le verbe avoir. Donc là, j'ai parlé d'argent, de temps. Donc mettre des mots sur leurs mots, sur la pollution, sur l'exploitation. Nous, nos mots, c'est le collectif, c'est la collaboration, c'est l'échange, la fraternité, l'égalité. Bon, ben, j'ai beaucoup dépassé, je ne pourrais pas finir. Mais après, si vous le voulez, je peux vous photocopier le discours. Merci à vous, et puis je passe la parole à André. Merci Atman. Alors Atman, je te rappelle que hier soir on avait décidé que c'était toi qui étais le maître du temps, mais avec ta guitare, quand on dépassait 3 minutes, tu faisais une ligne. Donc évidemment, comme c'est toi qui commences, tu peux pas... Ouais, je suis pas si petite. Merci. Alors oui, on a décidé de vous expliquer nos engagements. Alors moi, mes engagements, ils sont multiples et ils sont tous nés de l'indignation et de la révolte de voir notre devise républicaine menacée, voire mise à mal. Liberté, égalité, fraternité. Donc j'ai toujours été très mobilisée pour la défense de la liberté d'expression, de la liberté de penser, de la liberté d'agir. C'est pour ça que très tôt, j'ai milité dans des collectifs contre l'extrême droite. Bon, j'ai vu le début du Front National et les premières élections où il y avait déjà le père. Voilà, j'étais jeune, j'étais très mobilisée contre ça. Ensuite, la mise à mal et la menace sur l'égalité, avec notamment la destruction des services publics, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis aussi la remise en cause de la fraternité. Voilà pourquoi je suis très impliquée aussi dans une association qui soutient et accompagne les familles demandeurs d'asile. Je suis enseignante et j'ai dans ma classe des élèves qui parfois dorment à la rue, donc pour moi c'est insoutenable. Et comme je suis enseignante aussi, bon, avant d'être enseignante j'étais étudiante, donc mon premier engagement de syndicaliste ça a été contre la loi de Vaquet en 1986. Ça a été quand même quelque chose de très fort parce qu'on a réussi à faire reculer cette réforme. Bon, même si après elle est ressortie, bien sûr, beaucoup plus tard. Et puis, ça a été un moment aussi très très fort pour cette génération, puisque très malheureusement, on a eu cette mort tragique de Malik Osekine, je pense que certains s'en souviennent. Donc voilà, je me souviens de cette manifestation à Paris, 1 million, on disait 1 million de personnes. Voilà, donc il y avait déjà aussi la question des violences policières qui ressortent aujourd'hui. Et mon métier d'enseignante a fait que j'ai continué à m'engager pour défendre une école républicaine et laïque. Républicaine, ça veut dire justement défendre cette partie-là de notre devise, l'égalité. Un jour, j'ai vu, je travaillais au collège en Blasté, un jour j'ai vu arriver dans ma classe des patrons de l'UIMM, donc le syndicat des patrons de la métallurgie. Ah non, mais... 3 minutes ? Non. Oui, mais bon, Antoine, il a eu droit un peu plus. Donc, voilà. Non, mais donc très rapidement, je me suis dit, mais pourquoi ces patrons sont là ? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et je me suis renseignée. Donc, en 2008, le recteur de l'Académie de Créteil s'appelle Blanquer. Et il décide d'un accord avec le MEDEF. C'est un accord expérimental pour faire entrer le MEDEF à l'école. Et cet accord expérimental, il est généralisé en 2010. Et voilà pourquoi
moment, en 2012, je vois débarquer des patrons dans ma classe qui doivent expliquer voilà, le bien fondé de l'entreprise. Donc voilà, donc moi je me bats pour une école égalitaire, républicaine, laïque, et je suis très heureuse d'avoir participé au livret thématique de l'Union populaire qui a retenu le fait qu'on se débarrassera des accords avec le MEDEF dans l'école. Bon, du coup c'est mon tour, moi j'ai pas préparé grand chose, je veux pas vous parler, je vais pas vous parler de tous mes engagements parce que sinon je vais être obligé d'évoquer mon grand-père juif et Linda elle va sauter de sa chaise. Du coup je vais vous parler juste de mon dernier engagement qui est ma nouvelle famille politique, c'est les Gilets jaunes. Voilà, c'est quelque chose qui m'a fait passer de militant à activiste à mon sens. Après, c'est tatillon sur les mots, même si en plus, en ce moment, je reprends du service militant pour cette élection, parce que les enjeux sont trop importants. Voilà. Du coup, ça, il me semble que c'est ce qui, pour moi, en tout cas, me fait lever tous les matins, plus ou moins tôt, mais pour tracter, pour afficher, pour s'engager dans cette campagne. Parce que il me semble que le constat qu'on fait tous, si on est là ce soir, un soir de match, même si on n'est pas si nombreux qu'on aurait espéré, le constat c'est que, en tout cas le mien, c'est que cette élection présidentielle, c'est la dernière de la Ve République, quoi qu'il arrive. Que nous gagnions et que nous mettions en place une Sixième République, ou que la Macronie s'installe dans la durée, et bon, sans dire qu'on est déjà en dictature, on pourrait le dire, je ne vais pas l'argumenter ce soir, on est à minimum en démocrature, et la dérive qui vient ensuite est très grave. Voilà, donc je pense qu'on a toutes les raisons de s'engager. Je ne vais pas être plus long, moi, sur mon parcours d'engagement. J'ai envie de vous embarquer avec nous, en fait. On a ramené des tonnes de tracts là-bas, donc en sortant de la salle, vous pouvez en prendre, vous pouvez en distribuer dans les boîtes aux lettres chez vous pouvez en distribuer à vos amis. Il y a des tas de façons de s'engager, c'est ce qu'on a envie de donner à voir avec tous les copains qui sont là pour vous expliquer un peu le déroulement de la soirée. On va commencer par les groupes politiques qui rejoignent la campagne, le POI qui a rejoint il y a déjà plusieurs mois, en novembre je crois, mais tu préciseras. En octobre encore, ouais, en octobre. On a Rêve, le parti animaliste, qui a rejoint la campagne avec Émeric Caron, je ne sais pas quand, tu le diras. Et on a Olivier d'Ensemble qui rejoint la campagne tout récemment. Voilà, je ne sais pas ce que j'oublie. Je suis déjà à 3 minutes. Ah, c'est un qui dit. Du coup, j'en ai encore, qu'est-ce que je peux vous dire? On a aussi des autocollants, ça marche super bien, on peut les coller, ils résistent à la pluie, ceux-là. Voilà, et que, oui, c'est ça, il y a d'autres personnes qui vont témoigner ensuite, c'est des gens qui vont témoigner de leur engagement, on leur a donné carte blanche, pour montrer qu'il y a des tas de façons de s'engager. À la vieille façon militante, en allant coller, en s'esquintant la santé, etc. Mais il y a aussi des façons de s'engager qui sont diverses, et je m'arrête là parce que le gaz vous sonne, et vous allez pouvoir les entendre après moi. Du coup, je vous donne la parole, on passe le relais à Gisèle ensuite après. Mais par contre, en tant que militante et responsable du Parti ouvrier indépendant, je voudrais reprendre un petit peu quelques points sur la situation. En effet, le 24 février, depuis le 24 février, la guerre est au cœur du continent européen, avec son cortège de scènes insoutenables, provoquant l'indignation, l'angoisse parmi les peuples de toute l'Europe. La plupart des villes d'Ukraine sont bombardées par l'artillerie de Poutine, et près de 3 millions d'Ukrainiens se sont jetés sur les routes de l'Exode. Des pays baltes à la Roumanie, l'OTAN envoie des dizaines de milliers de soldats aux frontières. Les 27 chefs d'État européens ont été réunis à Versailles par Macron et ils viennent de décider 2 000 milliards d'investissements militaires dans les 5 à 7 ans à venir. En France, après avoir augmenté le budget militaire depuis 2017, pour atteindre 41 milliards en 2022, Macron annonce une nouvelle hausse de 3 milliards par an d'ici 2025. Au même moment, avec la guerre et les sanctions,
les prix des matières premières, le blé, le gaz, atteignent des sommets dans le monde entier. L'essence, le fioul domestique deviennent inabordables, plongeant des millions de familles dans l'angoisse, sans parler de l'augmentation des prix alimentaires, sans parler des annonces de chômage partiel qui se profilent. Les sanctions, le peuple russe en fait les frais, tous les peuples vont payer la note. L'arrêt des exportations de blé de Russie et d'Ukraine commence à avoir des conséquences pour les populations, notamment en Afrique du Nord, où il y a eu une sécheresse cet été. Si les marchés financiers sont en chute libre, le cours de l'armement enregistre un bond spectaculaire, à l'image des groupes français Dassault et Thales, qui ont vu leurs actions grimper de 20%. Depuis le début de l'invasion en Ukraine par l'armée russe, des manifestations ont lieu dans la plupart des villes de Russie, malgré la répression systématique du régime de Poutine. En Allemagne, où le chancelier a décidé une augmentation inédite depuis 1945 du budget militaire, en le portant à 100 milliards, des manifestations quotidiennes ont lieu dans toutes les grandes villes. En décidant l'invasion de l'Ukraine, Poutine cherche à défendre les intérêts de la clique d'oligarques, prédateurs dont il est le représentant. En face, l'OTAN, l'Union européenne, Biden, Scholz, Macron, est-ce qu'ils seraient les défenseurs de la paix et de la souveraineté des peuples? Faut-il rappeler que c'est l'OTAN qui a bombardé la Serbie, qui a pris la responsabilité de l'intervention militaire en Afghanistan. C'est l'impérialisme américain qui a déclenché contre l'Irak 2 guerres meurtrières, plongeant toute la région dans un chaos sanglant. Tout cela n'a rien à voir avec la paix et la souveraineté des peuples. Tout cela a à voir au contraire avec l'affrontement sans merci que se livrent les grands monopoles impérialistes pour le partage du marché mondial, le pillage des matières premières. Peut-il s'agir de paix et de souveraineté des peuples? Macron, tout au long de son quinquennat, les a piétinés au Mali, au Sahel, en Guadeloupe, en Martinique. Il a envoyé le GIGN contre la population qui manque de tout. Il est candidat à sa réélection et il fait campagne pour aller jusqu'au bout de sa politique contre les conquêtes sociales de la classe ouvrière. Une attaque en règle contre les retraites, l'annonce d'un allongement de la durée de travail, la privatisation de l'université, un programme contre l'école, les hôpitaux, contre l'ensemble des services publics. C'est le programme du capital financier qui exige de tout liquider, qui va se saisir de la guerre, comme il s'est saisi de la pandémie, pour amplifier une offensive brutale contre la classe ouvrière. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, parce qu'il y a un mouvement profond qui rejette cette politique. Il y a l'existence de l'Union populaire, et c'est le cadre d'avenir pour reconstituer une force politique de la classe ouvrière, dans toute une série d'échanges fraternels entre militants politiques et syndicaux d'origines diverses. Alors oui, avec l'Union populaire et Jean-Luc Mélenchon, les militants du Parti ouvrier indépendant manifesteront le 20 mars, parce qu'avec les peuples, nous ne voulons pas la guerre. Les militants du Parti ouvrier indépendant manifesteront avec l'Union populaire parce que nous ne voulons plus de Macron, de sa politique, de son programme contre les travailleurs et la jeunesse. Aujourd'hui, c'est le 18 mars. Et le 18 mars 1871, la Commune de Paris a commencé. Gardons en tête ce que les communards voulaient accomplir et jetons toutes nos forces militantes dans la bagarre. Oui, comme le disent les affiches de l'Union populaire, un autre monde est possible et on va s'atteler à le construire. Je vous remercie d'avoir été. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Victor Prand, je suis le référent régional de la Révolution écologique pour le vivant, qui est un parti d'écologie radicale et antispéciste qui a été fondé récemment, donc en 2018, par Émeric Caron. On a rejoint donc l'Union populaire et la démarche globale il y a plusieurs semaines de cela, et là-dessus on en est vraiment ravis. On a fait ce choix pour deux principales raisons. La première, c'est la dynamique démocratique qui existe au sein de l'Union populaire et la création du Parlement qui permet à des personnes différentes de communiquer et de créer ensemble. La deuxième, c'était l'assurance avec l'avenir en commun d'avoir un programme de rupture. Donc ça, c'était vraiment les deux choses qui nous ont fait rentrer dans cette dynamique. Pour nous, c'est donc porter une candidature de compromis, puisque forcément, on n'est pas tous d'accord avec tout à l'essentiel. Donc ça, c'est une candidature de compromis, néanmoins, c'est une candidature qui est très exigeante selon nous.
C'est aussi d'avoir l'opportunité pour nous d'influer dans l'Union populaire avec nos idées, notre vision, et de participer à la création d'une plateforme d'écologie et de gauche, une nouvelle plateforme, une vraie plateforme d'écologie et de gauche. Aujourd'hui, le thème, donc, c'est nos engagements. J'aimerais parler d'un engagement qui est fort pour moi personnellement, mais aussi pour la REV, c'est la question de la condition animale. C'est un peu compliqué, ouais. Donc personnellement, je suis antispéciste et vegan, donc forcément à terme, je souhaite obtenir la fin de l'exploitation des animaux, qu'on ne puisse plus les tuer, qu'on ne puisse plus commercer ni les emprisonner. Néanmoins, ça c'est notre objectif du côté de la REV et le mien personnellement, mais il n'est pas partagé forcément au sein de l'Union populaire, et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour discuter autour de nos divergences, parce que finalement il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent, et j'aimerais notamment insister sur 3 éléments de l'avenir en commun qui sont pour moi vraiment extrêmement importants. Donc 3 mesures. La première, c'est la fin des élevages intensifs, forcément. Et la deuxième, c'est la diminution de la pêche, donc 50% de diminution pour la pêche, et une pêche qui se voudra artisanale. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est la réduction de 50% de notre consommation de protéines animales. Donc ces engagements, pour que ça fasse sens concrètement, si on arrive à atteindre ces objectifs, ça voudra dire que chaque jour, on épargnera en France 100 000 animaux aquatiques et aussi 2 millions d'animaux terrestres que l'on connaît, poulets, canards, cochons, poules, moutons, etc. Donc ça, c'est un chiffre vraiment important. On peut sauver 2 millions de vies chaque jour. Et vous ne le savez peut-être pas, ces mesures vont aussi permettre une amélioration substantielle dans de nombreux domaines. Le programme de l'avenir en commun développe par exemple la question des zoonoses. Donc atteindre ces objectifs, ça va permettre de réduire la possibilité de zoonose. Ça va aussi pouvoir permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des Français, notamment sur la question du coup de l'alimentation, tout en ayant notre propre souveraineté alimentaire. On le voit aujourd'hui, les problématiques géopolitiques peuvent vraiment influer sur notre capacité à nous nourrir. Ça nous permet aussi de lutter fortement, très fortement, censé l'élevage est un des principaux responsables, lutter contre le réchauffement climatique, ainsi que empêcher l'enrayement de la biodiversité. Enfin, ça va aussi ça va permettre de freiner l'artificialisation des sols, de réduire l'usage des pesticides et des engrais azotés, qui sont une véritable problématique au niveau de notre qualité de l'eau. Une eau qui sera aussi moins utilisée, puisque forcément on aura des productions qui seront moins demandeuses. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, et forcément notre santé. Cette diminution va entraîner une amélioration de notre santé, et donc une amélioration, en tout cas, éviter d'engorger encore plus le système de santé actuellement. Enfin, ça va diminuer la quantité de plastique dans les océans, puisqu'on le sait, une partie des plastiques dans les océans, ce sont les filets de pêche. Donc faire en sorte que la pêche diminue, et en plus faire en sorte que les filets de pêche encore existants soient recyclés, ça va permettre cette baisse, et aussi stopper l'eutrophisation de nos rivières. Donc on le sait, on a des rivières et des bras de mer qui se retrouvent complètement sans vie du fait des problématiques que j'ai évoquées au-dessus. J'ai là déjà évoqué pas mal de conséquences positives que pourrait amener ce changement. Il y en a encore d'autres, mais en tout cas, c'est ce que je voulais amener, ces trois mesures et objectifs qui sont beaux et puissants, qui reflètent notre engagement. Et donc j'ai hâte le 10 avril de pouvoir mettre un bulletin Jean-Luc Mélenchon dans l'urne et un bulletin l'Union populaire pour un autre monde, parce qu'un autre monde est possible sans aucun doute. Merci à toutes et à tous. Bien, bonsoir. Je suppose que vous connaissez tous l'inspecteur Colombo. Et ça va ressembler un peu à ça, parce que je vais vous parler de ma femme. Parce qu'il y a encore 2 semaines, c'était plus jamais je voterai Mélenchon. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens à gauche, très à gauche, bien à gauche, écolo, anticapitaliste, etc., pour des tas de raisons, des mauvaises, en partie, des mauvaises, des constructions médiatiques, des raisons de fond. Et maintenant, elle va voter Mélenchon. Et je crois qu'on a tous autour de nous le constat de ce mouvement. Et c'est un constat d'espoir. Je vous remercie de nous avoir invités. Moi, je suis Olivier. Je parle pour le mouvement Ensemble, un mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire. On était la 3e composante du Front de gauche, donc il y avait le Front de
de gauche, avec le parti de gauche et avec le parti communiste à l'époque, on a des divergences profondes avec l'Union populaire, avec la France insoumise, programmatiques et plus que programmatiques, des divergences sur la construction politique, sur la construction unitaire, sur la démocratie intégrale. Et on n'a pas choisi de rejoindre l'Union populaire. Voilà, on entend et on prend positivement toutes les expériences de ce qui se passe, qui est important. Mais on a choisi, après des débats, c'est compliqué, des désaccords internes, on a choisi, majoritairement les militants d'ensemble ont voté pour faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et pour appeler à voter Jean-Luc Mélenchon. Et nous, ici, on a décidé de s'engager pleinement dans cette campagne. Pourquoi? Alors qu'on a des désaccords, je ne vais pas les lister, le but ici, c'est pas... On a 4 ans et 9 mois dans l'année pour débattre de quelle construction politique. Et là, il nous reste quelques semaines pour obtenir un résultat ensemble. Je vais pas... Voilà. Et dès le lendemain, on va continuer, on va s'engueuler à nouveau. On le sait, c'est la vie. On va débattre. Mais là, voilà, on a quelques semaines et on voit ce qui nous attend. Enfin, Justin l'a rappelé, Macron a fait un programme, il n'est pas surprenant, qu'il participe au débat ou qu'il ne participe pas au débat, on sait ce qu'il veut nous faire. Et on sait que si le second tour est celui qui nous est annoncé, depuis des mois et des années, l'ambiance dans le pays va être encore plus délétère. Et donc, l'enjeu, c'est bien de porter le plus haut possible, si possible au second tour, comme ça semble se dessiner, comme on le voit aujourd'hui avec le mouvement assez large dans la population. Mais même si ce n'est pas le cas, ce que je voudrais dire, c'est que même si ce n'est pas le cas, ça change tout si on a un candidat qui porte une rupture démocratique, sociale, écologiste et antiraciste, j'en dirai 2 mots un peu plus tout à l'heure, qui est à un niveau élevé. C'est pas du tout la même chose si le premier candidat qui porte une rupture de gauche est 5e, 6e, etc. Si il se retrouve au second tour, ou très proche du second tour, c'est, y compris pour nos mobilisations futures, c'est un point d'appui à nous tous, et ça aussi, parce qu'il y a le programme, mais il y a des gens qui peuvent faire des bons programmes. Mais il n'y a pas que le programme, il y a les actes. Et Jean-Luc Mélenchon et les camarades de la France Insoumise et de l'Union populaire, on les a retrouvés dans tous les combats essentiels de ces dernières années. On les a retrouvés dans les combats pour Notre-Dame-des-Landes et les luttes écologiques, contre son expulsion, dans les combats pour toutes les luttes sociales, sur les lois de travail 1, 2, 3, 4, etc. On les a retrouvés dans les luttes antiracistes, dans les mobilisations contre l'islamophobie. Et ça, c'est un enjeu sur lequel je voudrais insister un tout petit peu, parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite cherche à polariser l'ensemble du débat national sur cette question-là. Et Jean-Luc Mélenchon, de plus en plus clairement, de plus en plus nettement, a compris que c'était un piège pour la gauche et s'inscrit très clairement dans ce combat. Et c'est important. Plus par réseau de proximité, on va augmenter ce vote. Parce que c'est encore plus par là que ça passe que par tout autre canal. Donc je vous remercie de donner la parole ce soir à quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans la dynamique, mais qui pour autant s'inscrit pleinement dans la campagne qui est celle du jour. On a quelques semaines encore pour faire progresser au maximum, pour essayer d'aller au second tour et pour porter la dose de rupture à ce plus de possible. Voilà, moi ça va aller. Donc bonsoir, je m'appelle Michel Coudroy, d'origine béarnaise et stéphanois depuis 81. J'ai enseigné les sciences économiques et sociales et je n'ai pas attendu la retraite pour m'engager dans les mouvements citoyens. Bon, je précise que je ne vais pas du tout parler au nom de mes appartenances associatives parce que je ne suis pas du tout mandaté pour cela, mais je peux dire brièvement pourquoi mes engagements m'ont conduit à travailler localement et globalement en faveur à la fois d'un renouvellement des pratiques politiques et d'une victoire vraiment de gauche et vraiment citoyennement fortement soutenue parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc sans attendre 2027, parce que plus on attend, plus les choses se compliquent. Donc, dans le domaine associatif, mon premier engagement va bientôt fêter ses 24 ans cette année. Donc c'était ATTAC, et nous avons compris en 98 en quoi allait consister la mondialisation néolibérale et la financiarisation du monde, on devrait dire d'ailleurs la gouvernance financière du monde. Et donc l'association ATTAC s'est donné une mission d'éducation citoyenne pour
faire comprendre ce qui nous arrivait au plus de monde possible. Et donc on a fait ce qu'on a pu dans ce sens. Notre parole a été reprise par beaucoup d'autres, et c'est tant mieux. Hélas, le rouleau compresseur de la finance a déployé sa puissance et hélas, une certaine gauche, il faut bien le dire, de gouvernement a bien contribué à démoraliser les citoyens sur leur capacité à s'organiser pour notre monde possible. Il s'en est suivi, pas qu'en France, mais particulièrement en France, à cause d'une 5e République qui donne sans doute beaucoup trop de pouvoir au seul vainqueur de l'élection, une crise politique assez désastreuse qui a essentiellement et très injustement nui aux idéaux de gauche. Donc voilà, il y a eu une crise économique, financière, politique, et là-dessus est arrivée une crise écologique, enfin elle existe depuis longtemps, mais elle est devenue évidente pour tout le monde, en plus de l'explosion des inégalités. Donc, face à cette urgence climatique et écologique, beaucoup de citoyens se sont mis à militer aussi sur le local et pas que sur le global, comme à ATTAC. De ce point de vue-là, je me suis rapproché du collectif de la transition citoyenne. Et en ce moment, d'ailleurs, on travaille à partir de questions comme de quoi avons-nous vraiment besoin et comment, à partir d'un territoire, on peut commencer à réfléchir à qu'est-ce qui est un plancher social et qu'est-ce qui est un plafond écologique pour les choses dont on a vraiment besoin, à commencer par l'essentiel. Donc cette problématique, elle se déploie du local au global et c'est à ça qu'on essaie de travailler aujourd'hui. Bon, dans cette dynamique, nous avons toujours aussi en même temps essayé d'exiger une nouvelle façon de faire de la politique autrement. Alors en 3 points, je peux dire qu'il s'agit de retrouver le sens des communs, du local au global, de faire remonter les exigences des militants de terrain qui sont engagés dans ces aventures, et de faire des institutions locales, régionales, nationales et supranationales si possible, des partenaires des communs, territoriaux et solidaires. Voilà, donc ça c'est ce qu'on essaye de faire. Alors pour cela, dès les élections de 2017, bien sûr, ça veut dire qu'on a essayé de promouvoir cette politique autrement dans des mouvements unitaires. On a manqué le coche en 2017 et on s'est mal débrouillé dans les mouvements unitaires pour cette fois aussi. Néanmoins, ça va vous intéresser. Je pense que le principe de l'union populaire dans lequel se retrouve un certain nombre de mouvements citoyens devrait préfigurer dans le cadre d'une victoire que j'espère de Mélenchon dès le premier tour. Il aurait 2 ans pour faire la 6e République et dès le départ il faudrait qu'un Parlement citoyen prenne des responsabilités dans la gouvernance pour remoraliser les troupes et avoir ce que je disais, ce que nous disions, l'alliance d'un pouvoir de gauche et d'un fort soutien citoyen. Voilà, donc faisons ce que nous pouvons, faisons le possible et l'impossible. Oui, merci. Bonjour, Sylvain Exconfort. J'interviens ici en tant qu'universitaire et militant syndicaliste également. Je suis membre du Mouvement populaire et je suis signataire d'un appel de plus de 2500 syndicalistes de la CGT, de Force ouvrière, de la FSU, de Solidaire, à voter Mélenchon. Ceci en toute indépendance de leur mouvement syndical, de leur appartenance syndicale à titre personnel. Ça fait très longtemps que je milite comme André Torigna. J'ai en quelque sorte commencé au moment de l'affaire de Vaquet, et déjà la réforme de Vaquet prévoyait une sélection à l'entrée à l'université, c'est-à-dire déjà dédié aux bacheliers le premier de leur droit, celui d'accéder à l'université en fonction de leur premier grade universitaire de baccalauréat. Très rapidement, aujourd'hui, l'université, c'est quoi? C'est 1/3 d'enseignants contractuels, c'est 1 étudiant sur 3 qui vit en situation de précarité, c'est une baisse sèche de postes de fonctionnaires. Par exemple, le nombre d'enseignants-chercheurs a diminué, il y a des rapports très officiels sur la question depuis 10 ans. C'est une situation donc de démantèlement complet de l'université. De ce point de vue, il y a eu une passation de pouvoir, en quelque sorte, de la vieille gauche à la Macronie, parce que tout a été préparé depuis très longtemps en amont, depuis la loi LRU de Mme Pécresse, peut-être vous en avez entendu parler, une autre candidate à l'élection présidentielle.
Elle a été amplifiée, on va dire, par la loi Fioraso-SR de 2013, qui a accru en particulier l'autonomie des établissements et les a forcés à se regrouper. À Saint-Étienne, on a évité la fusion avec les universités lyonnaises. Ça a été prolongé encore par la loi de programmation de la recherche de Frédéric Vidal, l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui n'est ni plus ni moins qu'une loi de contractualisation généralisée de l'emploi dans la recherche et progressivement aussi dans l'enseignement supérieur. Se sont ajoutées, sous la Macronie, des attaques absolument inqualifiables concernant les missions des universitaires et leur statut. L'indépendance des universitaires, qui est quelque chose qui est garanti constitutionnellement, a été remise en question de manière extrêmement forte et de manière idéologique. Blanquer, Vidal ont attaqué les universitaires, un certain nombre d'entre eux, au nom d'un soi-disant islamo-gauchisme. Par ailleurs, le directeur du CNRS a attaqué certains des membres du CNRS car ils prenaient position contre le pass sanitaire ou le pass vaccinal. Autrement dit, il y a une volonté d'une domestication idéologique de la part du pouvoir, de ces universitaires et de ces chercheurs. C'est évidemment extrêmement grave parce que la progression du point de vue universitaire ou de la recherche s'effectue évidemment en toute indépendance et en toute liberté. Alors à ceci s'ajoute la délégation des droits des étudiants, notamment concernant leur diplôme. Diplôme national, grade universitaire, ça donne aussi une qualification. C'est quelque chose d'extrêmement ancien, ça remonte à la loi de 1880 sur les universités. C'est ceci qui, comme vous le savez, a été extraordinairement remis en cause, complètement bouleversé, à la fois par Parcoursup et maintenant par Trouver mon master. On demande aux étudiants de justifier, sur une base en réalité qui n'est pas du tout académique, de leur volonté d'accéder au cycle supérieur, que ce soit au niveau licence ou au niveau master. Pour cela, il faut des CV, des lettres de motivation, des lettres de projet professionnel, des lettres de recommandation académiques, professionnelles, etc. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec le fait de faire des études, avec le fait d'être bon scolairement, académiquement, avec des critères académiques reconnus, etc. Absolument rien. C'est donc une mise en cause absolument radicale des droits des étudiants en général et des droits des salariés, puisque aux diplômes nationaux et grades universitaires se rattachent un certain nombre de droits inscrits encore dans les conventions collectives nationales qu'on a défendues, comme vous le savez, contre la loi El Khomri en 2019. C'est donc un enjeu extraordinairement important que cette défense. Face à cela, que faut-il faire? Nous autres militants syndicalistes, si j'ose dire, on a le cuir dur, on va continuer à défendre les personnels, leur statut, les droits qui sont afférents au diplôme, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut bien sûr ouvrir le combat politique, ouvrir la perspective politique. Et de ce point de vue, il n'y a que la candidature Mélenchon qui ouvre cette perspective de rupture. On peut éventuellement envisager, comme l'a fait, je vous le signale, en novembre 2021, c'est très récent, sénatrice PCF, de proposer un projet de loi visant, je cite, à atténuer les effets négatifs de Parcoursup sur l'accès à l'enseignement supérieur. Ou bien on peut rétablir les droits, on peut garantir l'égalité, on peut défendre les services publics, on peut redonner tous les droits afférents au diplôme. On peut éviter la privatisation que promet Macron en disant nous allons ouvrir les universités aux entreprises via la formation professionnelle et nous allons libérer les frais d'inscription. On peut éviter tout cela si on prend position nettement pour établir les droits, pour établir le service public, la laïque, l'égalité de tous. Et dans cette configuration actuelle, il n'y a que la candidature de Mélenchon qui ouvre la perspective d'une rupture avec ce système des compromis et des compromissions où tous se sont passés la main d'un quinquennat à l'autre pour attaquer les droits fondamentaux de tous les citoyens. Bonsoir à tous, alors moi je m'appelle Samir et je suis étudiant. Alors j'ai commencé à m'engager quand je suis entré en lycée, donc en 2018. Sylvain nous parlait de la lutte contre Parcoursup. Ça a été la grande lutte dans l'éducation qui a accompagné le mouvement des Gilets jaunes en 2018.
Après, il y en a eu quand même pas mal, les luttes pour le climat, les luttes contre la réforme des retraites, les luttes contre les lois de sécurité globale, séparatisme, les mobilisations pour l'hôpital public. Enfin, moi, mon statut de lycéen a fait que j'ai pu quand même me permettre de faire péter les cours pas mal de fois pour aller manifester. Donc ça a été pas mal et j'ai pu vraiment... Ouais, j'ai fait mon bac. C'est l'essentiel. Donc voilà, au travers de tout ça, j'ai pu voir un peu la profondeur de ce qui se passait et de ce que faisait Macron et de ce qui était entamé, puisqu'on voit ce qu'a fait Macron. Ça a été, pour moi, c'est une accélération parce que je suis le premier, je le vivais, mais on voit que ça a été une continuité depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est seulement la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui nous permet de voir autre chose, de rêver autre chose, et surtout de nous donner un autre souffle, et un souffle politique, de se dire que il y avait des manifestants dans la rue, on peut dire des chiffres. Souvent la police sort 100 000, 200 000, 300 000, des fois on monte un peu haut, mais souvent on reste quand même dans ces ordres d'idées-là. Et de dire qu'en fait non, c'est beaucoup plus, et à minima, en 2016 c'était plus de 7 millions de personnes, en réalité c'est beaucoup plus si on compte d'autres candidats. Et de se dire en fait que nos idées, ce qu'on défend dans la rue, ce qu'on continue à défendre, ça peut avoir un débouché politique. Après voilà, la candidature de Mélenchon, elle fait pas tout, par exemple. Demain soir, il y a une manifestation contre l'antiracisme et pour l'antiracisme et la solidarité à la médiathèque de Tarentaise à 18h. Donc ça nous montre aussi que voilà, la candidature Mélenchon est essentielle dans le cadre de la campagne et il faut la soutenir et il faut militer parce que c'est à ça qu'on peut s'accrocher pour le moment, mais que c'est pas, on peut aussi continuer à militer comme on a continuer à mettre la pression face à tout ce qui se passe. Et face au gouvernement Macron. Merci de m'avoir écouté. Merci. Bonsoir, je m'appelle Linda. Moi, je suis artiste. Après mes études, j'ai fait le choix du temps pour créer, du temps pour vivre et pas du temps de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, je suis RSA, à l'époque et RSA aujourd'hui, depuis presque 20 ans. C'est un statut, même en étant artiste, qui est violent. On est surveillé, on est fliqué, on est contrôlé, on dit nos droits, nos devoirs, on est essentiellement des devoirs. Le RSA, c'est un droit, et un droit tout court en fait. En 2017, je suis entrée dans les Gilets jaunes, je suis Gilet jaune, et c'était quelque chose qui a révolutionné beaucoup de choses dans ma vie, ma pensée politique, intellectuelle, ma vie personnelle aussi, et qui m'a permis de voir à quel point on peut penser ensemble et changer ensemble. C'est-à-dire que dans les Gilets jaunes, il y a beaucoup de gens de plein d'endroits différents. Moi, je connaissais qu'un milieu, le côté artistico-culturel, qui est tout petit, à Saint-Étienne, pas très bourgeois. Je dis les pauvres bobos, c'est un petit peu ça. Mais ce petit milieu est quand même très... c'est très fermé, et ne pas se leurrer, c'est très blanc. Avec les Gilets jaunes, moi j'ai rencontré quand même d'autres personnes aussi, d'autres milieux, c'est-à-dire pas de la classe moyenne éduquée. Ma famille est de cette classe-là, j'en suis, même si c'est que symbolique. Mais dans les Gilets jaunes, j'ai côtoyé des personnes de plein de classes différentes. Beaucoup de gens soignantes, de femmes de ménage, de gens qui bossent dans le BTP, des vies mais fracassées par des boulots mais dégueulasses, pourtant qui sont, comme on a dit pendant le Covid, essentiels. Alors s'il y a bien un truc qu'on a appris pendant la pandémie, c'est ce qui était essentiel. La est essentielle, la santé est essentielle, l'éducation est essentielle, mais ça c'est essentiel. Non, l'essentiel ce sont les gens qui le font. Ce sont les soignants, ce sont les gens qui font le BTP, qui encadrent d'ailleurs beaucoup, c'est les premiers à se faire fracasser la vie dans les accidents du travail. Nous les artistes aussi, en fait c'est nous qui vivons, c'est nous qui créons pour les autres et qui faisons pour les autres. Si on n'est pas capable de prendre soin des vivants, on est capable de prendre soin de rien du tout. Et ça c'est un truc dans les GJ, avec les GJ, j'ai appris et qu'on a appris, surtout qu'on a appris à réfléchir et à lutter ensemble. À savoir déjà que toutes les luttes sont interdépendantes. On ne peut pas lutter juste pour l'éducation, juste pour le climat, donc tout marche ensemble.
C'est comme ça qu'on est constitué. Un jour, on a besoin de l'école, on a besoin de notre planète, on a besoin de bien manger, on a besoin de tout et correctement. Soutenir la campagne Mélenchon, pour moi, ça n'a pas été, ça a été une certaine évidence. Mais pour moi, ce que je soutiens, c'est avant tout l'Union populaire et c'est l'équipe derrière Mélenchon. Quelque chose qui n'a pas été très bien compris, même encore dans les Gilets jaunes, c'est l'absence de leader. Il y a des figures, c'est mais un grand tour des Gilets jaunes, moi j'irai si j'ai envie. Ça ne veut pas dire que non, on est buté, qu'on est contrôlé, qu'on fait notre caprice dans mon coin. Non, c'est qu'on se donne cette liberté de penser. Le truc des présidentielles, c'est qu'à chaque fois on croit, c'est dur comme fer, que d'un coup on a l'heure providentielle, l'espèce de messie à deux balles, on voit très bien qu'on se avoir systématiquement. Et je sais très bien que quand bien même Mélenchon passera, et je l'espère vraiment, en tant que femme, en tant que pauvre, en tant que racisée, qui va passer, mais je sais aussi que tout seul, même avec son équipe derrière, ça va être quand même très très difficile de faire bouger les choses et que ça nous tous, les sympathisants, les militants, va falloir rester debout, unis, dans la rue, et à beugler très 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 fort pour que ce programme soit mis en place. Sachant qu'en plus, comme l'a dit Olivier ici, je pense que pour nous tous, c'est l'Union populaire, c'est essentiellement un formidable marchepied. C'est pendant quand même déjà un repos. Pour moi qui suis pauvre, qui suis femme et racisée, un vrai repos. Parce que le racisme, le fascisme, c'est pas une idée de l'esprit. C'est pas comme ça chez l'autre. Non, c'est ici, là, présent. On se le pompe dans la gueule, mais bien copieusement. Et il faut en être conscient. N'être pas blanc dans ce pays, c'est dangereux. Ça a toujours été, mais ça l'est encore plus. Demain, cette marche justement contre le racisme, ça serait bien qu'il y ait beaucoup plus de monde que d'habitude, entre guillemets, mais on a besoin de tout le monde, il faut vraiment comprendre ce genre de choses. Là-dessus, Mélenchon et l'Union populaire, quand je dis un formidable marchepied, c'est qu'on pourra tous, à nos façons, faire pousser et penser les choses ensemble. Et comme le dit la juriste Monique Chemillet-Jambon, je vais me souvenir de son nom, la démocratie, ce n'est pas le consensus, c'est le dissensus. Moi, j'ai mis un petit temps à vraiment comprendre cette phrase, et je la trouve extraordinaire, et je crois que là, nous tous sur la scène, nous sommes très différents, nous avons des pensées différentes, et vous tous devant aussi, mais je crois qu'à nous tous, les uns avec les autres, en parlant, en s'engueulant, on pourra arriver à faire de très très belles choses avec l'Union populaire en priorité, et avec tout le monde derrière. Merci. Alors bonjour à tous, moi mon nom c'est Benoît Marlin, j'habite à Fraisse, donc dans la vallée de Longueuil. Ouais, je suis un peu grand temps. C'est bon, c'est bon. Alors, pour ma part, du coup, je vais vous présenter plutôt l'aspect économique de la situation dans laquelle on vit depuis maintenant bien des années en France, à savoir la vision de Rothschild, la vision bancaire et la vision de la loi du marché en général. J'ai donc constitué ce texte aujourd'hui que j'ai écrit avec mon grand-père, Bernard Belin, que je salue, si jamais tu vois à l'occasion de cette vidéo, pour l'Union populaire. Alors, ce que nous avons composé ensemble. Voilà 50 ans que tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays nous rabâchent que ça va aller mieux. Il y en a même un qui a dit que ça va ruisseler. Il y en a un qui a dit qu'il ne fallait pas oublier de nous dire dans quel sens. Si c'est en direction des pauvres ou en direction des riches. Il ne faut pas 50 ans pour se rendre compte si un système économique est bon ou mauvais. Et pour qui il est bon et pour qui il est mauvais. On ne peut pas travailler plus pour soi-disant gagner plus. C'est ce qu'il disait il y a 5 ans. Alors pourquoi un enfant sur 5 vit-il encore en France sous le
seuil de pauvreté. Et pourquoi rien n'a changé? Pour une économie en bonne santé, il est urgent d'inverser le courant, ne pas diminuer les cotisations sociales et non les charges sociales. Mais augmenter les salaires pour que nous puissions consommer plus et mieux. Et augmenter le chiffre d'affaires des entreprises qui pourront ainsi embaucher plus et surtout fabriquer en France. Et si Emmanuel Macron ne sait pas le faire, alors nous, on peut. Je vais l'expliquer dans cet ouvrage qui porte ce titre, écrit par Jacques Généreux. En dehors du travailler plus pour gagner plus, n'y aurait-il pas une autre solution? Gagner plus pour dépenser plus, en serait une? Pour le plus grand bénéfice de tout le monde, des travailleurs qui vivent mieux, des entreprises qui vendent mieux et qui peuvent embaucher plus pour notre sécurité sociale, notre régime de retraite et la sauvegarde de nos services publics. Mais ne peuvent-ils pas, en ces temps difficiles, rendre un peu aux travailleurs ce que les travailleurs leur ont donné, nous tous ici réunis, toute leur vie? Pour vouloir donner des leçons, il faut d'abord se les donner et un peu de solidarité pour tout le monde. Moi je vais être assez bref parce que effectivement mes engagements s'appuient sur le fait que je suis médecin et psychiatre et que donc comment dire, c'est un sujet carrefour qui effectivement, comme l'a dit Lisa tout à l'heure, comment dire, qui a pour objectif de faire en sorte que nos sociétés soient une société d'entraide et que les métiers du lien constituent effectivement quelque chose qui soit une promesse de l'avenir. Donc ça m'est difficile de parler en 3 minutes de tout ça. Je préfère plutôt m'abstenir et prendre le sujet une autre fois sur cette question. Je vais faire une transition avec Alain Bouchu parce que lui s'occupe d'alimentation. La santé, vous savez, c'est pas l'absence de maladie, c'est le bien-être physique, psychique et social. Et donc s'occuper de la bonne bouffe et de l'alimentation, c'est un élément qui fait partie de la santé mentale. Voilà. Alors moi je suis militante depuis que je suis toute petite, mais ça se voit. J'ai été engagée syndicalement, j'étais permanente syndicale, j'étais ensuite, j'étais au Parti communiste comme un certain nombre de gens, je suis partie très vite. Voilà, j'ai adhéré d'abord au Parti de gauche puis à l'Union populaire. Bon, je pense que pour moi c'est un engagement important, mais je suis surtout militante à la CIMAD, qui est une association qui travaille en direction des migrants et des exilés. Et je crois que par les temps qui courent, c'était évoqué par Chebaki tout à l'heure, la place des exilés et des migrants en France, en Europe et partout devient de plus en plus difficile.
C'est pas le gouvernement Macron qui a facilité les choses ces derniers temps. Je vais reprendre juste quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer, je vais les lire parce que j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres. Il y a 740 millions de personnes déplacées dans le monde, 243 millions qui ont franchi une frontière pour aller s'installer dans un autre pays que celui de leur naissance. Mais ces gens qui se sont déplacés sont allés essentiellement dans des pays proches des pays où ils étaient dès le départ. Il y a finalement, actuellement, l'Europe accueille actuellement 76 millions de migrants, ce qui représente que 10% de la population qui s'est déplacée. Il y a donc 8 réfugiés sur 1000 habitants, contre 183 pour 1000 habitants au Liban, par exemple. En France, aujourd'hui, on a 8,5% de la population seulement qui est d'origine étrangère. Ce qui est extrêmement peu, et on est bien loin du grand remplacement dont on nous parle presque tous les jours. Voilà. Alors l'Europe ferme ses frontières là depuis déjà plusieurs années, érige des murs, enferme les gens dans des camps, fait surveiller, sécurise ses frontières. Le coût de l'agence Frontex, qui est chargée de surveiller nos frontières, est estimé à 1,3 milliard d'euros. C'est extrêmement important et voilà à quoi la France préfère mettre son argent. Sur Saint-Étienne, la situation est extrêmement difficile. Nous avons une population importante qui est à la rue. Actuellement, je crois sous couvert de contrôle de Jean-François, mais nous avons 40 familles ou 60 familles qui sont à la rue actuellement sur Saint-Étienne. Et je voudrais juste dire qu'il y a une manifestation qui aura lieu mercredi 23, mercredi la semaine prochaine à 18h, à Jean Jaurès, puisque un certain nombre de gens qui sont logés actuellement risquent d'être mis à la rue, puisqu'on va sortir de ce qu'on appelle la période hivernale, et que donc les 40 ou 60 familles qui sont aujourd'hui dans la rue risquent d'être rejointes donc, par un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui hébergés par ce qu'on appelle le 115. Voilà, ce qu'on a vu quand même sous le gouvernement Macron, c'est que des lois scélérates qui étaient extrêmement dures, avec une diminution des possibilités du droit d'asile, une diminution des titres de séjour qui permettent aux gens de vivre décemment en France, ont été extrêmement importantes. Et on voit de plus en plus des personnes qui ont des obligations de quitter le territoire français, voire des obligations de ne plus revenir jamais sur le territoire français. Et ça touche des familles qui sont là depuis, des personnes et des familles qui sont là depuis 8, 10, voire 15 ans. Voilà. Donc je pense que cette question de l'immigration est extrêmement importante et je pense que Mélenchon, enfin nous pensons que le programme de la France Insoumise, de l'Union populaire, et la prise de position très forte qu'a eu Mélenchon, avec notamment la notion de créolisation, devrait nous permettre, si demain on arrivait au deuxième tour, peut-être de permettre de modifier et de faire en sorte que les choses soient plus faciles pour tous ces migrants et tous ces exilés qui sont en France. Voilà. Alors, je vais faire un peu rapide comme François. C'est-à-dire, je suis un écologiste, moi. Un écologiste très inquiet par rapport à la question climatique, parce qu'on en parle beaucoup, très inquiet par la question de la biodiversité, qui se dégrade à une vitesse incroyable et qui nous met vraiment, véritablement, en grand danger pour tout le monde, et pas simplement nous en France. Et donc, je suis aussi un écologiste qui est convaincu qu'il n'y a pas de solution au sein du système capitaliste et que non seulement une fois qu'on a dit ça, il y a l'urgence à trouver les moyens de construire un autre moyen de produire ce dont on a besoin, qui respecte à la fois les humains et à la fois les écosystèmes et qui les restaure autant qu'on puisse le faire. Je suis aussi un écologiste très en colère parce que compte tenu des urgences et de la gravité de la situation,
avec tout l'amitié que je peux avoir avec tous les gens que je côtoie dans le monde écologiste et qui travaillent et qui ont des idées, l'espèce de... Donc ma colère, elle est sur leur refus absolu de coopérer et de travailler ensemble et de se saisir de ce que l'Union populaire propose pour travailler et dépasser enfin, relever les défis qu'on va avoir à relever ensemble, qui ne sont pas minces, qui ne sont pas que des défis sociaux, qui ne sont pas que des défis démocratiques, et qui sont des défis humains et des défis écologiques. Voilà, je m'en arrête là. On a travaillé sur la sécurité sociale universelle écologique en lien avec les gens qui ont travaillé sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et juste là, pour faire le petit lien avec André, je lui laisse la parole. Il est venu à poste. Merci. J'étais un mauvais élève, vous avez regardé la cahier d'école, c'est ma famille qui a quelques éléments pour ça. Donc, bonsoir à tous, je m'appelle André Bouchu. Donc je ne parle pas ici au nom de la Confédération paysanne, parce que chez nous on dissocie le monde politique et le monde syndical, même si on travaille souvent les uns avec les autres. Il n'empêche que pour m'engager dans le monde populaire, j'ai des responsabilités au niveau de la Confédération paysanne. Donc sur la fiche, il est marqué membre de la Confédération paysanne, ce qui est vrai. Mais je ne parle pas au nom de la Confédération paysanne, je ne peux pas, comme d'autres, je pense, dans d'autres organisations, on ne peut pas se le permettre. Donc, comment je me suis retrouvé dans cette histoire-là? Bon, moi, je suis issu du mouvement associatif, j'ai été paysan pendant plus de 30 ans à Grandmont, à 25 km d'ici, syndicaliste pendant, oui, ça fait plus de 25 ans que je suis syndicaliste, donc à la Confédération paysanne. Et puis un jour, j'ai entendu Aurélie Trouvé, qui est l'ancienne porte-parole d'Attaque, qui était avec qui la Confédération paysanne était un des membres pour la création d'Attaque. Et je l'ai entendu, je lui ai envoyé un SMS pour lui dire c'est bien ce que j'ai entendu. Le matin, j'ai entendu ça dire ça fait bien plutôt que d'entendre toujours parler de l'extrême droite, ou parler des idées nauséabondes. Et elle m'a dit qu'est-ce que tu fais maintenant? Et voilà comment je me suis retrouvé au Parlement de l'Union populaire en disant qu'est-ce que tu fais maintenant? Et bien, je me suis retrouvé là-haut, c'est plutôt intéressant. Alors les raisons qui m'ont amené à ça, contrairement à beaucoup peut-être, moi c'est la question de l'économie, j'ai toujours travaillé dans l'économie, je siégeais encore dans l'interprofession des fruits et légumes, donc avec les supermarchés, les détaillants, les grossistes, tout ce qu'on peut imaginer, les coopératives. Et moi, pour moi, Macron est en train d'emmener l'économie dans le mur. C'est-à-dire qu'il sert toutes les très très grosses entreprises et les gros donneurs d'ordre, les autres derrière, ils souffrent. Ils souffrent terriblement parce qu'on les pressure, derrière on crée du chômage, et on fait gagner finalement l'argent à ceux qui mettent de la finance dans ces immenses entreprises. Et donc ce système-là, pour moi, il ne peut pas continuer. Et puis, il vient d'en être dit quelques mots sur la question de l'écologie. J'ai participé aux États généraux d'alimentation. Ce qui ressort est catastrophique. Et le monde paysan à qui on avait promis qu'il aurait des revenus décents après ces États généraux d'alimentation, ça ne s'est pas passé. Donc j'ai accepté de rentrer au Parlement de l'Union populaire. Alors c'est quoi ce Parlement de l'Union populaire? Finalement, c'est en théorie 300 personnes. 150 qui sont de la France insoumise et 150 qui arrivent de toutes parts. Il y a des femmes de ménage, il y a des aides-soignants, il y a des chercheurs, il y a des médecins urgentistes, il y a des gens du showbiz, il y a des paysans comme moi, il y a vraiment toutes sortes de gens. Et l'objectif et la raison pour laquelle on est là, c'est de dire tout d'un coup on élargit. Et il y a plein de gens qui ont pris la parole ce soir et qui ont expliqué Mélenchon, oui, il faut quelqu'un, la présidentielle c'est quelqu'un qui rassemble, mais derrière il faut qu'il y ait plein de gens, et ça sera un collectif qui gagnera, ça ne sera pas une personne qui gagnera, on le sait très bien. Puis si c'est une personne qui gagne, on l'a vu avec Macron, c'est trop dangereux. Donc il faut que ce soit un collectif qui gagne. Donc voilà, on intervient dans plein de choses. Cette semaine, j'étais avec le président de l'industrie agroalimentaire au téléphone et avec Loïc Prudhomme qui est député de la Gironde, de la France Insoumise. Donc on essaye de travailler, on a fait le salon d'agriculture, même si Mélenchon n'était pas là, nous on y était, on a été rencontrer les bureaux, on a rencontré les différents syndicats agricoles pour dire voilà ce qu'on propose. Donc l'idée forte qui est développée, c'est gouverner par les besoins. Et ça change tout. Jusqu'à présent, on disait c'est la politique de l'offre. Non. Les gens, ils ont besoin de quoi pour vivre bien? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Qu'est-ce qu'il faut qu'on change? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Je trouve que quand on pose cette question-là, on amène des réponses totalement différentes.
Alors forcément, je vais vous parler un petit peu d'agriculture, parce que sinon, on aurait fait peut-être quelqu'un d'autre. Alors l'agriculture, c'est quoi? La première chose, c'est l'essentiel, c'est cette fameuse bifurcation écologique dont on nous a parlé. Ça veut dire qu'on a fait de l'agriculture dans un sens, il va falloir la faire autrement. Alors bien sûr, il y a peut-être 10-15% des paysans qui font autrement. Mais tout le monde ne fait pas autrement, il faut emmener l'ensemble de l'agriculture. Et pour ça, on a des discussions notamment avec nos collègues de Rennes, puisque Émeric Caron siège aussi au Parlement de l'Union populaire, et on n'est pas forcément d'accord. Surtout, mais nous, pour nous, l'agriculture, mais ça c'est pas grave, c'est la richesse, on a discuté avant la rencontre de ce soir. Pour nous, l'agriculture, c'est la polyculture élevage. Aujourd'hui, on a un gros souci, c'est qu'on a certaines régions où on n'a que des vaches, trop d'élevage, des algues vertes, vous voyez, c'est un des résultats. On a des maladies qui arrivent au niveau des animaux, et dans d'autres zones. Et là, on a trop de déchets organiques, de lisiers, de choses comme ça. Donc, on utilise du gaz pour dénitrifier les lisiers. Ouais. Puis plus loin, dans le bassin parisien notamment, on n'a plus d'élevage. Et là, on fait venir du gaz, notamment de Russie, pour faire de l'ammonitrate, pour faire des engrais de synthèse. C'est-à-dire que d'un côté, on dénitrifie avec du gaz, de l'autre côté, on fait venir du gaz pour faire des engrais. C'est totalement stupide, donc c'est-à-dire que pour nous, il faut remettre une agriculture qui soit intelligente. Et puis, dans la série des choses intelligentes, et on est totalement d'accord, il faut aller vers la suppression des immenses élevages industriels. Je ne parle pas des petits élevages, je parle des immenses élevages. Aujourd'hui, parmi les choses stupides qui ont été décidées, on a une maladie qui arrive notamment sur les volailles, dans le sud-ouest. Et ces maladies, on dit toujours que c'est des animaux, c'est des oiseaux sauvages qui les transportent. Non, c'est des oiseaux sauvages qui subissent comme nous. Ils subissent, c'est les élevages industriels où ça se développe. Il faut savoir qu'il y a seulement 2 ou 3 souches de poulets dans le monde, qu'on fait venir des œufs de Chine pour faire des poulets chez nous. Enfin, on a un système qui est assez stupide. Et la seule décision qui a été prise, c'est de faire fermer les élevages familiaux, les élevages de poulets fermiers. On a fait une claustration. Et si Jean-Luc Mélenchon est élu, la première chose à faire, c'est de défaire ça. C'est-à-dire les volailles auront à nouveau le droit d'aller dehors. Et peut-être même qu'à la fin du mandat, ou 5 ou 6 ans, il n'y aura plus de volailles qui seront fermées, elles auront tout le droit d'aller dehors. Donc ça veut dire qu'on veut vraiment changer pour prendre un exemple sur l'élevage. Pour parler d'autre chose, toujours sur la question de l'agriculture, on entend souvent parler d'irrigation, et vous avez dû entendre parler ces temps-ci des fameuses grandes bassines. Alors, moi quand j'étais syndicaliste, on a toujours des formules d'irrigation. Moi je faisais du champignon et des myrtilles, donc quand on fait des fruits, on irrigue. Mais aujourd'hui, les grandes bassines, c'est autre chose. On va prendre de l'eau dans la nappe phréatique. Il faut savoir qu'il y a des bassines qui font 8 hectares. La bassine qui a été détériorée il y a quelques temps, elle servait à un paysan qui avait 1600 hectares de céréales. Et on fait des céréales dans des zones qui ne sont pas adaptées à ça. On a supprimé l'élevage, et du coup, il faut aller chercher de l'eau. C'est-à-dire qu'on est en train de privatiser l'eau. On dit non à la privatisation pour alimenter la vie des Sénécains, mais on fait la même chose dans l'agriculture. On dit non. Nous, il faut de l'irrigation, et de l'irrigation réfléchie, de l'irrigation avec lesquelles l'ensemble des citoyens sont d'accord. On a, tout à l'heure quelqu'un parlait d'Ukraine, on va dire 2 mots sur l'Ukraine, non pas pour parler des soucis de l'Ukraine, mais je ne sais pas si vous avez entendu, le Premier ministre, on a une période électorale, donc il est très généreux, il a décidé qu'il allait donner, je crois, 400 millions à l'agriculture. C'est un peu stupide ce qu'il fait. Il aurait pu dire que finalement l'agriculture qui a besoin de gaz russe, pas tellement l'agriculture durable, c'est plutôt l'autre. L'agriculture qui a besoin de beaucoup de céréales, c'est les élevages industriels. Donc c'est pas vraiment là qu'il faudra aller. Et puis, si au lieu de dire on va donner de l'argent à 400 millions, si elle avait dit on plafonne le prix du blé, parce que le prix du blé va monter à 200 €, 250 € tonne, c'est à peu près le prix qui est nécessaire pour que les gens vivent bien au niveau des céréales aujourd'hui, c'est à 400 €. Avec les céréales, on a fait un monde spéculatif, c'est-à-dire que les gens spéculent, mais ils spéculent peut-être sur la récolte dans 2 ans. Donc ce prix de 400 €, c'est totalement spéculatif. Si on disait le prix du blé, il a à 200 ou 250 €, on réglerait le problème. La France est exportatrice de blé, donc on n'a pas de souci de blé. C'est simplement les marchés spéculatifs qui font qu'il est aujourd'hui à 400 € la tonne. Donc c'est absolument scandaleux. Mais il n'a pas dit ça. Donc encore une fois, il y avait des solutions intelligentes et lui il a pris des solutions financières pour laisser perdurer le système. Donc si Jean-Luc Mélenchon est élu, on fera autrement.
De même sur la question foncière, aujourd'hui il y a un organisme qui est semi-public qui s'appelle les Affaires, qui a très peu de moyens, qui est tenu par des petits groupes. Si c'est élu, on va faire des établissements publics fonciers ruraux, très très ouverts, avec plein de gens, avec beaucoup plus de moyens, pour gérer, pour faire qu'on ne bétonne pas toutes les terres agricoles, qu'on ne bétonne pas les meilleures terres agricoles, donc on va changer. Bien sûr, il va falloir travailler sur la question des prix, des revenus, parce que le monde paysan, si certains vivent bien, très bien, il y a une partie, un tiers qui vit mal, très mal, parce que les revenus sont trop bas. Donc on va travailler sur la question de remettre un peu de protectionnisme, quelque chose qui s'appelle les prix minimum d'entrée, c'est-à-dire que certains produits ne pourront pas rentrer en France en dessous d'un certain tarif. Et remettre ces choses-là, et notamment cette question-là, elle est partie des fruits et légumes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il faudrait 150 000 hectares de plus en fruits et légumes, ce qui est ridicule en termes par rapport à la surface agricole. Aujourd'hui, on ne produit même pas 50% de ce qu'on consomme, et dans ce qu'on consomme, il y a tout ce qui est importé. Aujourd'hui, quand vous achetez un fruit ou un légume, il y en a 1 sur 3 qui est produit en France, les autres ils viennent d'ailleurs. Bien sûr qu'on ne produira jamais assez d'oranges, jamais assez d'ananas sur le territoire français, donc on en importera. Mais entre ça et faire venir nos pêches nectarines, toutes ces choses-là, les politiques ont fait qu'on a arraché 50% de la surface pêche nectarine alors qu'on avait une production à peu près équilibrée. Ça pour des questions de mise en concurrence et de marché stupide. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment tout changer. Et puis il va falloir libérer la recherche, parce qu'aujourd'hui la recherche, l'INRA a obligé comme de partout, d'aller chercher des moyens, des cofinancements ailleurs. Donc on ne fait pas forcément des choses qui sont nécessaires pour le monde paysan et le monde agricole. Et puis il y a beaucoup d'autres choses à dire si vous voulez. Donc c'est vraiment, on est là, il y a la bifurcation environnementale et la bifurcation au niveau agricole. Et puis le dernier point, quand même, si Jean-Luc Mélenchon avait été élu, le budget consacré à l'agriculture biologique a doublé, ce qui n'est pas rien. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais en tout cas, c'est pas rien. Et l'objectif, c'est de faire que toute l'agriculture soit. L'ambition, c'est d'emmener toute l'agriculture bio d'ici 2050. Parce que c'est long, il faut sans doute pas de temps d'une génération pour emmener tout le monde, parce que c'est assez complexe. J'avais une bouteille, je m'en vais. Non, c'est la première fois que j'ai un micro pour des histoires politiques, donc. Donc, la première grande décision, ça va être de ne plus appeler le ministère de l'Agriculture ministère de l'Agriculture, mais ministère de la production alimentaire. J'ai dit, on va gouverner par les besoins. Donc, production alimentaire, de quoi les gens ont besoin pour se nourrir. Alors, en alimentation, qu'est-ce qui va se passer? Et je vous laisserai après. J'ai amené quelques livrets, j'en ai 5 ici, je vous les laisserai, ceux qui veulent se les partager ou les lire. Il y a le programme sur la question alimentaire qui est marqué dessus. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a à peu près 8 millions de personnes qui vont à la soupe populaire, qui n'arrivent pas à se nourrir normalement, donc ils sont obligés d'aller chercher ailleurs. Juste deux chiffres. En 2006, il y avait 2,6 millions de personnes qui étaient aidées pour se nourrir. En 2017, il y en avait 5,5 millions. Aujourd'hui, il y en a plus de 8 millions. Ça veut dire que sous l'ère Macron, sous la présidence Macron, le nombre de personnes qui n'arrivent plus à se nourrir a augmenté de 50%. C'est-à-dire qu'on est passé, si vous faites 50% de ces 5,5 millions, on est passé à 8 millions. Donc ça veut dire que c'est catastrophique. Et en plus, comme l'alimentation, on n'a pas une alimentation qui est de grande qualité, les gens se nourrissent avec souvent des produits très transformés, trop transformés, mal transformés. On a aujourd'hui 49% de personnes qui ont des problèmes de surpoids, 17% qui ont des problèmes d'obésité. Ça veut dire que changer l'alimentation, c'est radical. Et aujourd'hui, tous ces problèmes de santé, que ce soit le diabète, les problèmes de surpoids, ça coûte quelque chose comme 60 milliards à la société française. C'est-à-dire à la sécurité sociale, ça coûte 60 milliards toutes ces plaisanteries dues à plein de maladies. Là-dessus, on a vraiment besoin de retravailler. Si on fait une autre agriculture, si on a une autre alimentation, si on a une autre politique d'alimentation, vous imaginez en termes de santé, en termes de bien-être, ce que ça change. Et puis, si Jean-Luc Mélenchon est élu, il a décidé vous avez peut-être entendu parler de ça, de mettre, il y a les plans alimentaires territoriaux qui sont en train de se créer, notamment avec les collectivités. Et lui, ça fait partie des quelques bonnes décisions qui sont sorties. Il va tripler le budget consacré à ça, c'est-à-dire que les gens réfléchissent localement comment se nourrir. Et puis, bien entendu,
100% de cantines en bio et les cantines gratuites, mais je crois que les slogans sont là-dedans. Donc ça, c'est ce qui est prévu sur le plan alimentaire, c'est refaire une éducation auprès des enfants sur l'alimentation, notamment sur la question des fruits et légumes, parce qu'on dit qu'il faudrait manger 5 portions de fruits et légumes par jour, et il y a le pourcentage est vraiment très faible de gens qui mangent 5 fruits et légumes. C'est plutôt les personnes d'un âge qui mangent les fruits et légumes, mais chez les enfants, c'est un très gros problème de santé publique. Ah oui, puis on dit, produire de fruits et légumes, j'en reviens peut-être en arrière, produire de fruits et légumes, c'est compliqué. Le bassin parisien, au niveau agricole, c'est 560 000 hectares. On a des collègues qui s'appellent Terre de Liens, qui travaillent autrement sur les questions foncières, qui ont fait une étude, et si on consacrait simplement 10% des terres du bassin parisien à faire des légumes, on pourrait nourrir Paris et sa couronne. C'est-à-dire qu'on dit que c'est impossible. Non, 10% des terres du bassin parisien qui nous font des céréales, qui ont besoin de primes pour vivre, qui font des surplus en France. Si on consacrait simplement 10% de cette terre, on pourrait faire suffisamment de légumes pour nourrir le bassin la région parisienne. Donc ça veut dire que c'est très compliqué. Tout à l'heure, il a été dit, c'est la question de diviser par deux la consommation de protéines animales. Ça veut dire que faire de la viande de qualité, des protéines animales de qualité, mais divisé par deux le volume. C'est-à-dire que pour ça, il faudra beaucoup plus de paysans, parce que quand on passe des élevages industriels à des élevages fermiers, à des élevages labels, il faut beaucoup plus de monde pour produire. Ça veut dire que ça va créer beaucoup d'emplois. C'est l'objectif. L'objectif est d'augmenter le nombre de paysans de 300 000, ou d'acteurs, de salariés, de paysans de 300 000 sur la mandature. Donc c'est énorme. Alors, vous me direz comment on fait pour accéder à faire que tout le monde puisse accéder à une alimentation de qualité. Il y a les cantines gratuites. Il y a un SMIC qui devrait remonter à 1 400 € d'entrée. Et puis, il y a la question de la sécurité sociale de l'alimentation. On a quelque chose qui existe, qui est une sécurité sociale qui a été créée au sortir de la guerre en 1945. Ce serait de réfléchir et de créer quelque chose qui s'apparente à ça sur l'alimentation, la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, et puis, c'est un renversement total des pratiques qui sont aujourd'hui. Tout le monde reconnaît qu'on a un gros souci sur le plan alimentaire, mais c'est vraiment aller vers d'autres éléments. Et puis, et ces jours on pourra en parler aussi, c'est la question de bloquer les prix. Bloquer les prix de première nécessité, non pas sur le dos des paysans, mais bloquer les prix comme ça se fait déjà en Outre-mer, avec la loi Murel de 2012, qui permet de bloquer les prix à un certain nombre de prix, payer suffisamment aux producteurs, d'ailleurs en limite les marges. Puis il faudra peut-être remettre en cause la mainmise des supermarchés qui aujourd'hui, 4 centrales achètent 70% vendent 70% de l'alimentation. Donc quand on négocie, quand on nous dit bah oui, vous avez dû entendre parler ces jours des rounds de négociation, mais c'est sûr que c'est totalement illégal. D'un côté, il y a 4 centrales, de l'autre côté, il y a une multitude de PME, de petites entreprises ou de moyennes entreprises qui essaient de survivre et derrière de rémunérer les paysans. Mais ça marche pas. Donc, si on veut rendre ce droit de l'alimentation, c'est écrit quand même dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948, c'est-à-dire que si on va la rendre effective, il va falloir changer. Et notamment, parmi les outils qui sont utilisés, c'est la question de la planification. Dans les grandes idées qui sont développées au niveau du programme porté par Jean-Luc Mélenchon, par toute l'équipe. Ce que je n'ai pas dit au départ, c'est que dans ce Parlement du monde populaire, ce qui est impressionnant, c'est que c'est toujours moi qui suis plutôt déjà âgé et qui suis un homme, c'est plutôt des dames qui pilotent ça, et c'est un dynamisme, et c'est phénoménal, il va y avoir autant d'hommes que de femmes, et ça c'est enfin, la parité se crée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de phénoménal. J'avais oublié de dire, moi ça m'a marqué, parce que c'est des gens qui ont 30, 40 ans qui pilotent ça, et vraiment on sent un dynamisme, une volonté de changer les choses et de transformer. Alors planifier c'est différent d'étatiser. Planifier c'est l'État qui réfléchit collectivement, mais c'est aussi qui confie plein de responsabilités à des associations en leur donnant les moyens. C'est confier des responsabilités à des coopératives, c'est-à-dire réfléchir la société un peu autrement, de dire on a besoin de ça, donc si on veut arriver à ce résultat-là, il va falloir planifier. Pendant longtemps, tous ceux qui sont âgés, on a tous connu le commissaire au plan, il y avait des choses comme ça qui existaient, et tout ça a disparu. On a remplacé ça par le libre marché de la loi de Buffon. Donc il va falloir créer ça. Et puis donc créer, si on veut que ça fonctionne, il va falloir créer des emplois. Il est prévu de créer 1 million d'emplois dans les services publics.
Alors, j'ai mis quelques chiffres, 160 000 dans l'enseignement. Il faut recréer des lycées professionnels. Il va falloir remettre le bac professionnel en 4 ans, parce que pour permettre aux gens d'accéder à certaines choses. Tout le monde a dit que c'était une erreur de le mettre en 3 ans. C'est un sous-bac qu'on a fait, donc c'est-à-dire qu'il faut revenir. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Il y a 300 000 emplois jeunes qui sont sur 5 ans, qui sont financés. Il y a bien entendu, vous voyez, les 1063 € pour les jeunes pour permettre de pouvoir étudier dignement. Enfin, il y a plein de choses. Et puis, planifier, c'est la question, alors on va parler un petit peu d'environnement sur la question agricole, mais c'est aussi planifier par rapport à toutes les questions de logement et de passoires dans les maisons. Aujourd'hui, il y a énormément d'énergie qui coûte très cher, les gens ne peuvent plus chauffer parce que on n'a pas mis les moyens pour l'isoler. Puis je ne sais pas si vous avez essayé d'isoler votre maison, moi je l'ai fait. Pour arriver à toucher les aides de sa maison, mais il faut être fort. Je ne sais pas plus combien il faut voir, en tout cas moi j'y suis pas arrivé. C'est vrai que je ne suis pas allé longtemps à l'école, mais on n'a pas réussi à remplir le dossier, l'argent est parti ailleurs. On a réussi à faire autrement, mais ça veut dire qu'on va vraiment mettre des moyens pour isoler les logements. C'est vraiment l'objectif, c'est celui-là, puis c'est créer 200 000 logements par an. Puis développer bien entendu le transport en commun. Et puis, un dernier point, c'est il y a vraiment des gens qui sont délaissés. Alors on pense toujours des quartiers populaires qui sont défavorisés. Et ce qui est vrai, ils ont été délaissés pour compte. On a supprimé des emplois jeunes, tous les emplois qui permettaient d'aider tous les employés. Maintenant, on commence à supprimer 150 000 en arrivant. Là, il va falloir donner des moyens. Mais il y a d'autres types de territoires dont on ne parle pas. Et au niveau de l'Union populaire, on en parle souvent. On essaie de faire des liens assez forts. C'est le milieu rural. Il y a toute une partie du milieu rural qui est très défavorisée parce que tous les services publics ont disparu. Les écoles sont éloignées. Donc il y a nécessité à refaire, de retisser des liens en termes de défense et de choses à acquérir, et entre les territoires défavorisés et les territoires ruraux qui aujourd'hui ont plus de services publics. Moi j'habite sur le canton de Château-sur-Lyon, on avait encore une trésorerie. Il y avait une à côté à Saint-Symphorien-sur-Oise, je suis terminé. Maintenant, moi je fais 35 ou 40 km pour aller à ma maison si je veux avoir le chiffrage, tenter d'avoir un rendez-vous quelque part. Alors tout ceci, ça a un coût. Et comme les choses sont très démocratiques à l'Union populaire, certains ont peut-être suivi comme moi samedi le chiffrage du projet, parce que c'est vrai qu'on parle de créer des emplois, qu'on parle de mettre de l'argent ici, qu'on parle de mettre de l'argent là. Comment ça marche? Donc il y a eu 3 heures de débat, de présentation, fait avec le système de la Banque de France, qui est le moins favorable au chiffrage du programme de Jean-Luc Mélenchon. Et le résultat, c'est que les dépenses supplémentaires sont de l'ordre de 250 milliards. Mais les recettes supplémentaires générées, parce qu'il y a notamment l'impôt progressif, parce qu'il y a des gens qui échappent à tout, et puis l'impôt progressif et l'impôt à la source. C'est-à-dire que les gens qui arrivent à échapper à l'impôt n'échappent plus, sachant que tous les gens qui sont entre 4 000 € de revenus ne seront pas touchés par des hausses. Donc ça fait quand même une barre qui permet de vivre, sans trop de soucis. Le résultat, c'est que ça fait 267 milliards. Ça veut dire qu'il y a un excédent de 17 milliards. Et là-dedans, n'ont pas été comptés, par exemple, tout à l'heure, j'ai évoqué l'histoire des 60 milliards que coûtent les problèmes de santé publique. Ils ne sont pas comptés là-dedans. Tous les bénéfices qu'il va y avoir avec le politique, ils ne sont pas comptés là-dedans. Ça veut dire que c'est un peu le bonus. Et puis c'est ce qui permettra de mettre un peu de beurre dans les épinards. Alors, finalement, je crois qu'aujourd'hui, on a 2 ou 3 projets qui sont différents. Il y en a un qui avait dit en même temps, mais en même temps que les 5 plus riches, aujourd'hui, pendant le Covid, ils ont doublé leur fortune. Je crois que ça fait la même fortune que les 27 millions les plus pauvres. En même temps qu'il a fait ça, Macron, en 2020, il a supprimé 700 millions d'hôpitaux. Depuis 2017, il a supprimé plus de 17 000. Donc il fait ça en même temps. En même temps qu'il y en a qui ont été très riches, qui ont gagné beaucoup pendant le Covid, d'autres ont vu leur vie disparaître. Pour moi, Macron, c'est quelqu'un qui a un grand principe, c'est l'inégalité. Lui, son principe, c'est l'inégalité, c'est le plus fort, c'est le premier de cordée, les autres vont débrouiller. D'autres partis politiques, on n'en parlera pas parce qu'on en a trop parlé en début de mandat, c'est le sectarisme. Et pour eux, c'est une conviction. Donc, si on veut gagner pour l'avenir en commun, il y a un principe fondateur, c'est l'égalité. Il faut que tout le monde ait sa chance. Tout le monde est accompagné, on crée une société de l'égalité. Et ça, c'est essentiel. Donc, si on veut gagner le 10 avril, le 24 avril, si on gagne le 24 avril, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que ça fait partie comme en 1936. Il faudra qu'on soit dans la rue, qu'on
soit dans les associations, dans les syndicats, pour les gagner. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas.